Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve juste après justement le duel. Les confrères sont déjà en studio pour décortiquer eux aussi l'actualité de la semaine. Je commence par Hugues Hector Zogo. Vous êtes le directeur de publication du journal Indépendant. Bonjour Hugues. Bonjour Mathieu Boucor, bonjour chers confrères. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver, répondre à cette invitation et partager ces quelques moments. D'accord. Adrien Tchomakou, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invité. Je rappelle que vous êtes journaliste et vous fonctionnez au quotidien Fraternité. Tout à fait, je suis journaliste, analyste politique. Voilà, et vous êtes Merci, éditorialiste aussi, il faut le préciser. Et puis, Stéphane Achenou-Hosso, lui, il est le rédacteur en chef du journal L'Autre Vision. Bonjour Stéphane. Oui, Mathieu, bonjour. Merci pour l'invitation. Je salue les téléspectateurs et les téléspectatrices qui nous suivent en ce moment. C'est vrai que c'est Angèle Toboula qui a l'habitude de vous recevoir justement sur cette émission Hebdo des éditorialistes. Je suis là en attendant de pouvoir conduire cette émission pour que Angèle Toboula nous revienne en force parce qu'elle est justement en congé pour quelques jours. Elle va revenir pour continuer peut-être cette émission avec vous, mes chers confrères. Mais en attendant, nous on est là parce qu'on a essayé de sélectionner quelques sujets de la semaine. Vous avez souhaité qu'on revienne justement sur ce vote de budget gestion 2024 à l'Assemblée nationale. Beaucoup sont surpris du rejet catégorique des 27 députés du Parti Les Démocrates. Hugues Hector Zogo, je commence par vous justement. Dites-moi, est-ce que vous êtes surpris, comme tous les citoyens ou tous les Béninois, du rejet en bloc des députés du Parti Les Démocrates? Je ne me retrouve pas du tout surpris parce que le Parti Les Démocrates nous habitue depuis un certain nombre de temps à cette forme de présentation. Quand vous avez des acteurs politiques qui se refusent de comprendre le vrai sens de ce que devrait être l'opposition, vous ne deviez quand même pas vous retrouver surpris par rapport à un certain nombre de faits, je vais dire politiques, un certain nombre d'actions qu'ils mènent. Les 27 acteurs qui aujourd'hui ont refusé de donner leur quitus pour le vote du budget exercice 2024 dans notre pays, le Bénin. Je trouve que ces acteurs, ils ont leur raison. Mais d'une manière ou d'une autre, si on doit quand même prendre du recul, analyser ce que représente la démocratie qui donne plein droit à une certaine classe politique de se retrouver au cœur de l'opposition, on peut dire que c'est une mauvaise carte. Ah, donc pour vous, ça n'a jamais été une surprise parce que c'est une habitude. Ce n'est pas une surprise, d'autant plus que ces acteurs-là, évidemment, ne sont pas en train de travailler pour représenter réellement les aspirations du peuple béninois. Quand vous regardez un peu comment est-ce qu'ils se comportent, vous vous dites qu'ils sont plus dans des analyses qui puissent leur permettre d'avoir un certain nombre d'éléments personnels et que le combat, ce n'est pas un combat pour le peuple béninois. D'accord. Adrien Tchomakou, c'est vrai qu'on me dira qu'ils ont leur raison, mais ce qu'on ne doit pas oublier aussi, c'est que le Parti Les Démocrates a sa ligne, a son idéologie, a sa conviction. On peut voter oui ou contre. On n'est pas forcé à pouvoir suivre une tendance, c'est-à-dire la majorité, qui aujourd'hui aussi, on pourrait peut-être leur dire que eux-mêmes, ils votent comme ils veulent. Mais dites-moi, est-ce que c'est condamnable quand on vote non? Quand on vote justement non? Mathieu Boucor, je voudrais, avant de répondre à votre préoccupation, rendre un vibrant et dernier hommage aux journalistes qui sont passés de Via Trépas ces derniers jours. Je vais nommer par exemple Feu Eloge Gandaro, ancien, il a été précédemment promoteur et directeur de publication du journal Le Grand Matin. Il a été directeur de publication du journal Le Matin pendant plusieurs années. Il y a aussi le correspondant de l'ORTB, qui est M. Gagbo, et qui il est aussi journaliste dans le Mono et qui est passé de Via Trépas. Donc, paix à leurs âmes et que vivement qu'ils soient acceptés dans la droite du Père. C'est ça.
évidemment. Est-ce que c'est condamnable D'abord, je voudrais souligner que, à cet effet, il y a l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie de l'éthique dans les médias, ODEM qui a rendu un vibrant hommage à travers un communiqué à ces illustres journalistes disparus. Merci. Et revenons à notre débat, c'est-à-dire par rapport aux démocrates. Vous savez, les démocrates, chaque jour, montrent au peuple béninois qu'ils ne veulent pas voir la réalité en face d'eux-mêmes, qu'ils ne veulent pas agir dans l'intérêt supérieur de la nation. Les démocrates nous montrent de jour en jour qu'ils sont là pour rejeter tout, pour rejeter pour la forme. Évidemment, la vie c'est un choix. Mais ayez le courage de faire de très bons choix et de choisir la vie du bon côté. Comment comprendre un budget que vous-même, vous avez amendé, et vous avez amendé, vous avez fait des observations, des suggestions, et laissez-moi vous dire que le rapport général du budget a été voté par ces députés, les démocrates à l'Assemblée nationale. Écoutez, quand le rapport général a été voté par ces mêmes députés, ça veut dire quoi? Le rapport général, c'est le budget en général qui est inclus dans ce rapport. Ce sont les amendements, les suggestions, les observations qui ont été pris ou prises en compte. Et au même moment, vous dites que vous rejetez ce budget. Écoutez, mais c'est en cela, je salue l'honnêteté et le courage de l'honorable Basile Léon Arrossi, qui, parce que évidemment... Pour vous, il a fait quoi d'exceptionnel? Ce qu'il a fait d'exceptionnel, c'est qu'il a d'abord étonné tous les députés de la mouvance présidentielle, puisqu'il a voté pour ce budget. Il a donné son quitus. Il a montré qu'il faut voter pour ce budget pour que notre nation ait le moyen pour mieux vivre. Écoutez, rien ne sait. Vous avez déjà amendé. Vous êtes d'accord sur le principe. Vous avez fait même des suggestions, des observations. Vous êtes pour. Et finalement, vous vous entendez déjà avec vous, démocrates, hein, je parle des députés, les démocrates, qui, de façon unanime, avaient déjà donné leur quitus. Mais la veille seulement, ils se retrouvent, ces députés du parti Les Démocrates, ils parlent avec leur président, je veux parler de son excellence Dr Thomas Boniaï, et on dit non, que voter le budget, c'est de donner un pouvoir en plus à la mouvance pour que la mouvance ait plus de moyens pour pouvoir les combattre. Et c'est en cela que le député Basile Arrossi a été un peu plus clair avec ces députés, les démocrates, qui continuent de se perdre à l'Assemblée nationale. En tout cas, lui, il a dit la vérité, il dit que c'est inadmissible. Nous nous sommes déjà entendus sur le principe qu'on doit tous voter le budget, qu'on doit donner notre quitus à ce budget, mais comment comprendre que la veille, on va lui dire de voter contre. D'accord. Il a été honnête et il a été clair. On va revenir à avec Boniaï. Il a dit publiquement, et vous l'avez suivi sur des chaînes de radio, de télévision. Évidemment. Je pense qu'il nous faut des députés de ces gens de valeur. D'accord. Basile Arrossi, qui a été déjà plusieurs fois député à l'Assemblée nationale, qui sait que d'abord, que vous votiez ou pas, la mouvance va faire passer le budget, encore que vous avez déjà voté indirectement en donnant votre quitus, bien sûr, au niveau du rapport général. D'accord. Adrien, on va revenir sur le cas Rossi de façon plus explicite. Mais Stéphane, le principe d'accord n'est pas un acquis. Quand on sait qu'au niveau du rapport général, on peut voter justement à l'unanimité, mais en plénière, n'oublions pas, l'Assemblée reste un haut lieu politique. Absolument. Avant de venir sur l'angle-là, je voudrais relever deux choses que nous avions tous convenu à un moment donné que notre Parlement était monocolore, on a décrié le fait. On a presque jubilé de voir les démocrates venir
à l'Assemblée, à animer le débat politique. Et donc, le principe de fond, quand on est dans un régime démocratique, c'est que les courants de pensée se posent en s'opposant. Il doit y avoir contradiction de courants de pensée politique. Étant entendu que le Parlement est un haut lieu de politique, c'est donc normal qu'il y ait d'opposition du point de vue des courants politiques, des votes, etc. Sur ce plan, je peux comprendre ou essayer de comprendre la posture des démocrates qui, dans une certaine mesure, veulent jouer leur rôle pleinement. Et peut-être que, en voulant jouer pleinement leur rôle, ils sont en train de pécher par la méthode. Parce que si vous habituez un peuple à toujours dire non, alors qu'il peut y avoir des prétextes qui peuvent vous amener objectivement à dire, même si nous nous opposons à ce régime, on peut donner notre quitus. Maintenant, on ne peut pas les accuser sur le fait qu'ils aient dit non. Non, voilà. C'est leur choix. Voilà. C'est leur choix, on ne peut pas les accuser. Mais là où moi j'ai un petit problème, et Adrien l'a relevé, c'est qu'il y a une forme d'hypocrisie politique qui est en train d'être entretenue, où on a comme l'impression que les démocrates veulent se faire aimer par le peuple à travers les votes. Justement, parce que voilà. C'est le peuple qui a donné quitus à ces députés. Oui, mais lorsque vous avez été consentant par rapport à un rapport général, lorsque vous-même vous avez fait 5 amendements et que sur les 5 amendements, 3 ont été pris en compte et que vous avez donné votre quitus, moi je pense que ça aurait été plus honnête de leur part de voter oui. Et peut-être après, dans les débats qui se font, de revenir sur certains aspects qu'ils ont estimés ne pas être bons. Donc, faire ce qu'ils sont en train de faire là n'est pas une bonne posture, parce que on finira par dire c'est leur habitude. Ça va manquer de pertinence. Parce que quand vous dites oui ou vous dites non, il faut que les gens sentent la pertinence de votre choix. Mais lorsque ça perd sa contenance ou sa pertinence, c'est que ça devient de l'amusement, et ce n'est vraiment pas bon pour les députés de l'opposition. La bonne posture, Hugues Hector Zogo, c'est ce qu'a fait Basile Arrossi, selon vous? Je trouverais que Basile Arrossi n'a encore rien fait d'extraordinaire. D'accord. Puisqu'en tant que député à l'Assemblée nationale, vous représentez un peuple. Et quand vous vous retrouvez, je dirais, député portant effectivement l'intention d'aider votre République, vous faites l'effort d'oublier les petits calculs politiques. Basile Arrossi n'a encore rien fait d'extraordinaire parce que, ma foi, tel que les confrères l'ont dit, il y a eu des discussions qui ont été menées à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, certes, est un haut lieu de politique, mais la politique dont on parle, c'est de quelle politique? C'est la politique du développement. C'est qu'on vienne discuter des idées. Ce n'est pas que nous puissions être là pour discuter de qu'est-ce qui appartient à X et qu'est-ce qui appartiendrait à Y. Vous venez avec vos idées, je viens également avec les miennes, nous allons les confronter pour sortir le meilleur susceptible de permettre aux populations de connaître mieux-être. Donc ce qu'il a fait, pour moi, c'est tout à fait normal, c'est une démarche normale. On s'est retrouvé face à un vote de budget, l'exercice 2024. Il a porté des observations au cours des différents échanges tenus à l'Assemblée nationale. Et plus tard, il trouve que ces observations-là ont été intégrées. Qu'est-ce qu'il ferait d'autre? D'accord, il ferait juste voter. En menant le débat pour faire croire que nous avons un Basile Arrossi héros, c'est que nous permettons à tous nos honorables députés à l'Assemblée nationale de se retrouver dans une posture tout autre qui ne devrait pas être les leurs. D'accord. On va à Adrien Tchomakou, une question. On a entendu des députés de la mouvance dire qu'au niveau du projet de loi portant amnistie, que ça ne dépend pas d'eux. Ça dépend justement de la direction que le parti politique, d'accord, justement dans l'avenir, pourrait éventuellement leur donner. Mais alors, quand on suit ce débat de la mouvance, c'est-à-dire des députés venant de la mouvance,
Si, évidemment, la loi sur l'amnistie se repositionnait au niveau de l'Assemblée nationale, Adrien Tchomakou, et qu'un député de la mouvance dit aujourd'hui « je ne suis plus la ligne éditoriale de mon parti politique », est-ce qu'on ne va pas parler de l'indiscipline ou de la désolidarisation, justement? Mathieu, il faut comprendre quelque chose. Le Bénin, c'est un pays démocratique. Nous sommes dans un pays démocratique. Vous le reconnaissez. Le Bénin est un état de droit. Et en démocratie, la démocratie, c'est quoi? C'est la pluralité des expressions, c'est la pluralité des idées. C'est le fait que chacun doit poser l'acte qu'il voit, qu'il pense juste. Et quand nous posons les actes, nous devons avoir le courage de répondre à ces actes. C'est de ça qu'il est question, c'est ça la démocratie. Écoutez, vous avez parlé tout à l'heure de Basile Akossi et la défection du parti Les Démocrates, le parti qui n'a pas soutenu le budget exercice 2024. Seul Basile Akossi du parti Les Démocrates a donné son quitus. Je pense que Basile Akossi qui a donné son quitus, c'est justifié. Et c'est parce que nous sommes dans un état de droit qu'on ne peut pas parler d'une indiscipline du groupe que Basile Akossi n'a pas suivi et le mot d'ordre du groupe. On est en démocratie. Et chacun est libre de poser ses actions, ses actes. Évidemment. Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire que, en vous relançant justement sur ma question. On va parler bientôt, et je le souhaite vivement, que le débat revienne sur tapis, c'est-à-dire la loi, le projet de loi sur l'amnistie par exemple, et que les députés du parti Union progressiste, Bloc républicain, et je suis sûr, est-ce qu'ils peuvent se désolidariser? Que des députés de la mouvance votent pour et que d'autres votent contre. Est-ce que c'est juste? C'est de ça qu'il est question. Est-ce que ce serait pas juste? On est en démocratie, oui, et nous n'allons toujours pas parler de la discipline de groupe. D'accord. Nous n'allons toujours pas dire que c'est le mot d'ordre qui doit être suivi. Il faut des gens courageux pour faire défection. Il faut, écoutez, et quand je prends Rossi, qui est de la 17e circonscription électorale, quand je prends Issa Salifou, qui est de la première circonscription électorale, ils sont tous des députés, l'un de l'opposition, l'autre de la mouvance, mais ils n'ont pas la même vision. C'est des calculs politiques. Donc, si un calcul politique arrange un député, le député doit agir, quelle que soit la discipline de groupe. Alors pourquoi? C'est de ça qu'il est question. Alors, Adrien, je reste avec vous en attendant. Hugues, Hector, permettez, pourquoi condamner alors les démocrates, justement? Qui condamne les démocrates? Que, alors... On ne condamne pas les démocrates. Nous faisons une analyse objective. On a compris que les démocrates ont pris comme option, ils ont pris comme posture de rejeter tout ce qui viendrait à l'Assemblée nationale. D'accord. Écoutez, est-ce que c'est la meilleure option? Ah ben, justement, je vous pose la question, Personne ne condamne les démocrates, mais nous pensons que les démocrates pouvaient changer de fusil d'épaule pour mieux atteindre l'adversaire, pour mieux se positionner sur l'échiquier national pour 2026, qui constitue le grand carrefour politique. Est-ce qu'on ne peut pas dire que oui, le boulevard ouvert par le Parti des démocrates en rejetant, comme vous le dites, en griffe ce tout, justement, est-ce que ce n'est pas leur conviction? Est-ce que ce n'est pas leur option à eux? Pourquoi les juger? Pourquoi les... Non, je crois que tout à l'heure, je l'évoquais, qu'il ne s'agit pas de les condamner par rapport à leur position. Mais on peut s'interroger et s'inquiéter. Est-ce que ce n'est pas aussi une option politique? Non, c'est une option politique, mais soyons réalistes. Vous êtes dans une posture minoritaire, où, quel que soit le vote que vous allez faire, les choses vont passer à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, ils sont dans une posture où ils ont des doléances politiques à faire valoir à l'Assemblée nationale. Et la finalité de cette doléance-là fera de telle manière que dans le bas peuple, on les jugera pour dire, ah, voilà des bons députés qui se sont battus pour avoir tel. Vous avez parlé tout à l'heure de la proposition de loi. Du projet de loi. De projet de loi. Mais écoutez, quand vous voulez, parce que ça ne peut pas passer sans les députés de la mouvance. Mais quand vous êtes dans cette posture où vous voulez des choses, vous ne pouvez pas être dans une posture de va-t-en-guerre où il faut rejeter tout en bloc. Parce que
Si dans la tradition, depuis où ils sont installés jusqu'à ce jour, on les a vus dans un vote objectif où ça n'a pas été un non catégorique par rapport à des intérêts claniques, etc., on peut les comprendre. Mais le fait est que tous les votes, ils ont toujours dit non, 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 sous des prétextes parfois qu'on ne comprend pas. Et moi, je dis que par rapport à ça, leur démarche manque de pertinence et de réalisme politique. Maintenant, venant au cas de l'honorable Basile Arrossi, je pourrais trouver, comme l'a dit Hugues tout à l'heure, que ce qu'il a fait est tout à fait normal, sauf que là, pour ses confrères ou pour ses camarades politiques, ça a été une surprise. Et moi, je veux oser croire qu'on ne va pas lui donner une certaine image de dire, voilà le traître qui a trahi les démocrates. Moi, je pense que c'est plutôt, par rapport au groupe des démocrates, c'est plutôt, moi je dirais, hein, Hugues va me le permettre, c'est le héros qui a redoré le blason des démocrates. Voilà, Hugues, est-ce que la position justement de Basile Arrossi, ce jour-là, n'a pas aussi joué parce que c'est lui qui présidait justement la séance, rejeter un vote alors que vous êtes deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, vous remplacez le président en attendant et vous avez présidé une plénière alors qu'on pourrait dire le président, par circonstance, a rejeté aussi la loi de finances gestion 2024. Ce n'est pas une bonne image. Il y a ce qu'on appelle l'authenticité et c'est aujourd'hui le véritable problème auquel sont confrontés, je vais dire, nos amis du parti, les démocrates. Ils ne sont pas authentiques dans leur démarche. Basile Arrossi, par contre, oui. Il a démontré à travers ce vote, il a accordé son suffrage et c'est extraordinaire. La position a-t-elle joué? La position n'a pas joué. D'accord. La position n'a pas joué parce que quand vous l'écoutez, les différentes déclarations qui ont suivi, qui ont été relayées par les confrères, vous sentez que c'est au nom de la conscience qu'il a agi. Et ça, c'est intéressant. Quand vous voyez des députés à l'Assemblée nationale qui se disent, et c'est là où votre question m'intéresse, la question de savoir, est-ce que plus tard... Il n'y aura pas changement de veste? Non, pas changement de veste. Si plus tard, le même scénario se retrouvait au niveau de la mouvance, quelle serait l'attitude? L'attitude des députés. Ce n'est pas le même contexte. Le projet de loi par rapport à l'amnistie, c'est purement politique. C'est un débat politique. Et face à un débat politique, il y a la discipline du parti. On ne va pas dire aux députés de ne pas respecter les dispositions ou les recommandations de leur parti. Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'école du parti politique. Qu'est-ce qui s'enseigne au niveau de l'école du parti politique, si ce n'est pas la discipline du parti? Si déjà, au sein des organes du parti, vous ne pouvez pas demander aux premiers cadres qui occupent des postes de responsabilité tels que des députés à l'Assemblée nationale, si vous ne pouvez pas leur demander de respecter la discipline, qu'est-ce que vous allez recommander aux partisans? Et donc, ce n'est pas le même contexte. Quand on va se retrouver par rapport au niveau du projet de loi de l'amnistie, mais si un député, qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition, n'arrive pas à s'aligner sur la recommandation donnée par son parti politique, il serait le seul à pouvoir faire face aux conséquences, parce que, quoi qu'on dise, il y aura des conséquences. D'accord. Et mieux, ce n'est pas parce que vous êtes de la minorité que ce que vous défendez n'est pas juste. Vous pouvez être de la minorité, dire vous n'êtes pas d'accord, et le peuple qui vous observe va pouvoir se dire oui, ce qu'ils disent là. Certes, ils ne font pas le nombre pour pouvoir jouer sur les décisions à l'Assemblée nationale, mais la démarche qu'ils ont adoptée, c'est une démarche du peuple, et nous autres, nous applaudissons. C'est déjà source de satisfaction morale pour nous. Et donc, je dis ça pour que, parce qu'il y a un projet de loi sur l'amnistie, on ne se mette pas tout de suite à dire oui, tout ce que la mouvance dit, parce que nous attendons la mouvance au carrefour dans quelques semaines, dans quelques mois, pour qu'on nous accompagne dans ce rêve-là que nous nourrissons, nous allons applaudir. Non.
démocrates, ils ont le droit de pouvoir dire non quand ils ne sont pas d'accord, mais que ce soit une démarche objective. C'est tout ce que nous réclamons. Adrien Tiomakou, est-ce que avec ce vote du député Arrossi, est-ce qu'on pourrait dire qu'au niveau des démocrates, il y a du feu sous la cendre? Pas du tout, pas du tout. Je pense quand même que Arrossi a donné le bon exemple. Arrossi a montré au peuple béninois qu'on peut mieux faire au sein du parti politique Les Démocrates. Arrossi a montré, a témoigné qu'on peut donner plus de moyens à l'État et mieux suivre l'État, mieux contrôler l'État. Écoutez, c'est réciproque. Hein? Quand je prends par exemple l'honorable député Malik Idrissou Gomina à l'Assemblée nationale, vous suivez un peu ces questions orales, ces questions d'actualité, des questions orales d'actualité qu'il fait enregistrer au journal officiel à Porte-Novo. Prenez le JO chaque mois de Porte-Novo, le journal officiel, et lisez. Vous avez vu, vous avez lu un peu. Aviez-vous lu ces questions d'actualité sur cette affaire de Soja, où pour lui, le gouvernement doit ouvrir d'autres frontières, les frontières qui sont à Préqueter, et au nord, à Djougou, et un peu partout, et permettre aux pauvres populations, aux pauvres agriculteurs qui font le soja, ou aux pauvres commerçants d'aller vendre leur soja dans d'autres frontières. Et indirectement, le gouvernement lui a répondu à travers un communiqué où le gouvernement dit que tout doit passer obligatoirement par le port autonome de Cotonou. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas parce que vous êtes avec le pouvoir que vous n'allez pas dire la vérité au pouvoir, au gouvernant. C'est ça. C'est la raison pour laquelle moi je dis qu'on peut bien ramener la loi, le projet de loi sur Amnesty, et il peut y avoir des députés de la mouvance qui vont voter pour. D'accord. Il faut, quelle que soit la discipline de groupe, quelle que soit l'école politique, je pense que, et je suis convaincu de ce que, si le vote peut être secret, ils seront très nombreux, ces députés de la mouvance, à voter pour la libération de X ou Y concernant cette affaire de loi sur l'amnistie. Merci. Stéphane, on va finir peut-être sur ce sujet avec mon dernier tour de questions. Est-ce que Basile Arrossi ne risque pas gros comme sanction? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que par rapport à l'acte qu'il a posé, si au niveau de sa formation politique, il se hasardait à lui infliger une sanction ou je ne sais pas quoi, ce serait faire volte-face, ou on va dire que ça va être mal perçu par le peuple, parce que d'une manière ou d'une autre, quelle faute a-t-il commis? Moi, je n'en vois pas. En tout cas, politiquement pas, dans la mesure où vous avez été d'accord sur une démarche donnée et que, abracadabra, on se dit, bon, on passe outre. Pour des questions de clause de conscience, il peut ne pas être d'accord. Donc, je ne sais pas là où il a vraiment fauté. Maintenant, je voulais, si tu me le permets, revenir sur une question rapidement. Tu demandais tout à l'heure si ça ne risque pas de faire école au niveau des autres formations. Si, par exemple, pas par rapport à cette loi sur l'amnistie, je veux dire que même si on dit les formations politiques de la mouvance présidentielle donnaient un mot d'ordre pour dire voilà ce que vous allez faire, ce dossier est un dossier sensible. Parce que n'oubliez pas que ceux qu'on veut libérer ou ceux qu'on veut faire revenir, etc., ce sont quand même des gens qui ont des affinités. Donc, au-delà des questions politiques, il y a des questions de sensibilité ou de personnalité ou d'individualité qui pourraient rentrer en ligne de compte. Donc, on va s'attendre à ce que, si, comme l'a dit Adrien, si ça va être un vote secret, il y aura beaucoup de surprises et le cas Basile va se répéter. Oui, Hugues-Hector Zogo, on finit avec vous sur ce sujet, justement. Oui, je pense que la question ne se pose pas. Basile Arrossi, député à l'Assemblée nationale,
a assumé son rôle. Les populations sont là et apprécient aujourd'hui. Les 27 autres acteurs se retrouvant au sein du parti, les démocrates ont préféré sur la consigne de leur parti politique. C'est un fait. Vous voyez aujourd'hui au sein des populations à la base aussi à quel point c'est décrié cette attitude. Moi, je dirais qu'ils ont le choix entre se faire racheter assez vite et continuer par s'entêter. Et dans quelques mois, ils pourront tirer les conclusions qui s'imposent. En tout cas, on attend. Tu peux même rapidement, Allez-y. puisque la question a été posée, si Basile Ahossi risque gros. Basile Ahossi ne risque même rien. Encore qu'il a dit publiquement qu'il a informé le président du parti, Dr Thomas Boni Yahi, Vous l'aviez dit, et Adrien. que de ce que on ne change pas les règles du jeu au cours du jeu. Ils se sont déjà entendus pour voter la loi sur, comment on l'appelle, pour donner le quitus Voilà, au budget. la loi Parce de que ce n'est finances. pas la veille, ce n'est pas la nuit que les données vont changer. Mais attention. Donc je pense quand même que si il est ferme sur ce qu'il dit, s'il ne ment pas, un grand ne ment pas, excusez-moi, s'il ne fait que dire la vérité, je pense que Basile Ahossi ne peut rien risquer. Bien au contraire, son vote doit faire un cas d'école. Et beaucoup doivent comprendre que désormais, si on s'entend sur quelque chose, on doit aller dans ce sens. D'accord. Hugues Hector Zobo, Oui, je vais on finit vraiment Voilà, vraiment on va conclure. conclure rapidement. Ce n'est pas parce que nous nous étions entendus sur un fait et qu'on revienne sur la décision que vous n'allez pas respecter. D'accord. Non, c'est l'objectivité de la démarche. D'accord. Parce qu'il peut se retrouver qu'à 8 heures, nous ayons eu des éléments d'appréciation qui nous a permis de dire nous ne votons pas. À 17 heures, nous avons eu d'autres éléments et à partir des éléments complémentaires, nous avons vu la pertinence. Et donc, le chef du parti dit voici la démarche à adopter. Ce n'est pas la même chose. D'accord. Je voudrais quand même apporter cette. Oui, c'est cette pourquoi précision. on va finir. Non, on va Je voudrais finir. juste On va- souligner que Basile S'il vous Ahossi plaît. a été objectif Voilà. et il a posé un acte salutaire. Moi, je l'encourage et je le félicite et je demande qu'il continue ainsi. Ah, tant mieux, nous on n'est pas là pour... J'espère que vous n'êtes pas le chargé de communication de Basile Ahossi. Ce qui est évident, c'est un sujet, on ne doit pas le personnaliser sur le cas Basile Ahossi, cette façon générale. Vous l'aviez dit, les démocrates sont dans une option politique, quitte à eux, de pouvoir peut-être continuer ou non, mais vous avez jugé à ce que la réaction ou les réactions de ces différents députés du parti de l'opposition soient plus objectives et qu'on puisse vraiment analyser avant de poser des actes. On va évoluer avec le deuxième sujet. Vous le savez, beaucoup de présumés justement malversation au niveau de quelques institutions, OPSU, AGETIP et bien d'autres structures telles que vous le connaissez. Moi, ma question, Stéphane, la lutte contre la corruption, l'État a-t-il échoué? Non, l'État n'a pas échoué. Ces incidents, ces faits montrent tout simplement que l'État doit encore retrousser ses manches. Parce que si, malgré tout l'arsenal qui a été mis en jeu, tous les dispositifs qui sont mis en branle, malgré l'existence de la criette qui fait peur à plus d'un, si malgré tout ça, la pratique persiste, la pratique a encore la peau dure, ça veut dire que le mal est plus profond. J'allais même dire que le mal est presque ontologique. Et donc que c'est heureux de savoir que sous ce régime, personne n'est épargné en fait. Et moi, c'est ce qui me réjouit, de savoir que ce régime n'est pas là pour protéger
les siens et aller traquer les autres qui ne partagent pas les mêmes avis, les mêmes avis politiques que lui. Donc c'est heureux de voir que même ceux qui soutiennent le gouvernement ou ceux qui sont avec le gouvernement, quand ils fautent, quand il y a des actes de corruption avérés ou quand il y a des soupçons d'actes de corruption, on les prenne en charge et que les structures qui ont ces rôles-là les prennent en charge pour que la vérité éclate et qu'on les fasse rendre gorge. Et ça doit pouvoir servir de leçon aux autres aussi. Adrien Tchoubako, pourquoi le phénomène à la peau dure? Oui, vous savez, la lutte contre la corruption a vraiment la peau dure. La corruption, c'est quoi? Les gens vont toujours corrompre. Écoutez, s'il n'y a pas de corruption, s'il n'y a pas de corrupteurs, de corrompus, si les faits ne sont pas établis, que feront nos magistrats? Qu'est-ce que les policiers vont faire? Ils vont enquêter comment? Vous encouragez? Je n'encourage pas. C'est pour dire quoi? L'être humain est complexe et très compliqué. Il y aura toujours de corruption. S'il n'y a pas de corruption, ça veut dire que nous ne sommes pas dans un pays qui est en train de se développer. Des gens vont toujours corrompre. Ça, c'est clair. C'est la loi de la nature. Mais quand les gens vont procéder à des détournements, il faut qu'ils aient le courage d'assumer. Moi, ce que je dis, c'est quoi? Je ne vais pas me prononcer sur le cas AGETIP ni Obsu, puisque je ne maîtrise pas les nombres de milliards qui seraient détournés ou je ne sais quoi. Ce que je dis, c'est qu'il y a des actes que le gouvernement doit poser. C'est vrai que le gouvernement a créé, nous avons aujourd'hui la CRIET, on a plusieurs arsenals juridiques. L'arsenal juridique au Bénin aujourd'hui permet de réduire de façon considérable la corruption dans notre pays. Mais ce que le gouvernement doit faire dans l'immédiat, c'est de prendre les décrets d'application de la loi sur la lutte contre la corruption. Cette loi a été votée depuis plusieurs années, mais jusqu'à présent, je vous dis qu'il n'y a pas de décret d'application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos magistrats qui se servent de cette loi pour pouvoir poursuivre des gens se basent sur le fait que, bon, c'est-à-dire, ils sont des praticiens de droit, et c'est des magistrats, mais ils se disent qu'on est obligé de leur appliquer la loi, mais il n'y a pas de décret d'application jusqu'à ce jour. D'accord. J'interpelle le chef de l'État, le président Patrice Talon, à cet effet. Il faut que dans l'immédiat, Patrice Talon prenne les décrets d'application de cette loi. Écoutez, comment il s'appelle Fonac a trop crié pour demander ça, mais ça n'a pas été fait. Je pense que l'heure a sonné pour que ça se fasse. D'accord. Mise en place de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, d'autres instances juridiques, en tout cas, ont été installées. Hugues-Hector Zogo, l'actionnal juridique renforcé. Où est le problème concrètement? Qu'est-ce qui ne marche pas, selon vous? Nous avons échoué, ou l'État a échoué, le jour où nous sommes passés de l'éducation nationale aux différents ministères sectoriels. C'est depuis lors, quand vous faites du recul, vous comprenez que dans nos écoles, nous ne parlons plus d'éducation, mais nous parlons d'instruction. C'est tout à fait normal. Nous formons des individus qui n'ont dans leur tête que le matériel. Alors qu'on devrait former des hommes à porter des valeurs. Qu'est-ce que vous voulez comme résultat? Vous aurez beau lui payer 1 milliard comme salaire, vous lui tournez dos, vous revenez 6 mois après, il va détourner. Parce qu'il n'a pas la valeur de l'honnêteté. Il n'a pas la valeur de la bonne gouvernance. Il n'a pas la valeur de la réédition de comptes. Il ne connaît rien de tout ça. Il ne sait pas qu'en détournant 1 centime, qu'il est en train d'empêcher d'autres citoyens se retrouvant sur le même territoire que lui d'accéder au bonheur. Le bonheur, qu'est-ce que c'est? C'est pas offrir 100 000, 200 000 à des citoyens.
Le bonheur, c'est de permettre aux citoyens d'un village qui a besoin de l'eau potable d'y avoir accès toutes les fois où il sent le besoin de prendre de l'eau. Si au même moment, Hugues Hector Zogo, vous êtes nommé ministre, vous êtes élu député de votre localité, on sait qu'il y a des problèmes d'eau, il y a des problèmes sociaux qui sont rapidement touchables, mais le problème c'est que vous êtes le seul espoir de votre localité et que tout le monde doit se ruer vers vous. Alors, est-ce que la base même n'encourage pas ce phénomène? La base n'encourage pas le phénomène parce qu'à un moment donné, il faut savoir dire non. Je vais vous donner un exemple très simple. Père son âme, le professeur Honorat Aguessi. Vous avez rendez-vous avec le professeur Honorat Aguessi, vous accusez 5 minutes de retard, il est au balcon, il vous regarde et vous dit qu'il ne peut plus vous recevoir. Vous le rappelez après, ne lui présentez pas d'excuses ou ne lui dites même pas ce pourquoi vous avez été en retard. Cherchez à prendre un autre rendez-vous. S'il est disponible à vous recevoir un autre jour, il va vous donner le rendez-vous. Mais pour le simple fait que vous avez manqué le premier rendez-vous, vous avez été en retard et qu'il ait adopté ce comportement vis-à-vis de vous, je vous assure, ça va vous transformer. C'est-à-dire que nous avons un problème de mentalité. Et il y a des organisations qui travaillent à la notion de citoyenneté. Je veux parler par exemple du nouveau type de citoyen conduite par Romaric Mouftaou, un cadre qui est au niveau de l'ambassade des États-Unis, qui, à travers plusieurs émissions de sensibilisation, permettent aux Africains d'aller à l'école du patriotisme. C'est ce qui nous manque aujourd'hui. D'accord, le patriotisme. Oui, ça nous manque. Je vais aller loin. Vous posez la question de savoir, est-ce que l'État a échoué? L'État a échoué. On aura beau construire des prisons, on aura beau mettre en place l'arsenal juridique susceptible de faire peur à la conscience humaine, tant qu'on ne retournera aux fondamentaux de la République, nous allons continuer par nous retrouver dans ce travers-là. Vous partagez le même avis? Oui, je voudrais partager sa réflexion en ajoutant juste que on ne peut pas, comme j'ai coutume de le dire, on ne peut pas continuer par régler les problèmes par les lois ou par des structures. Il faut pouvoir, en des moments donnés, prendre en charge l'homme. Et puisque c'est l'homme qui est au centre, c'est l'homme qui est au cœur de tout. Et quelles sont aujourd'hui les valeurs qui sont promues dans notre société? Et comme il le dit un peu, ça fait comme l'impression que la tendance, il y a un transvasement des valeurs qui fait que on juge les gens, on apprécie les gens en fonction de leur avoir et non en fonction de leur être. Du coup, lorsque tu parviens à un poste, tu te dis que je dois pouvoir tout faire pour qu'on sente que c'est moi, que je suis le seul de la famille à être à tel poste. Donc, ce sont des pesanteurs qui peuvent agir sur le fait que la corruption a la peau du. Donc moi je pense qu'il faut pouvoir prendre en charge l'homme. Il faut intégrer des valeurs. On puisse se dire que l'homme doit être apprécié par rapport à ce qu'il est. C'est très important. Tant qu'on ne va pas en arriver là, on va toujours déplorer le fait. L'homme va toujours trouver des moyens pour feinter la loi. Il va trouver des dispositifs pour aller au-delà. C'est clair. Tant qu'il n'y aura pas une sorte de réappropriation de nos valeurs fondamentales. Et si on retourne à notre tradition, c'est peut-être que c'est cette forme d'ouverture à une modernité sauvage qui fait que nous assistons aussi à un certain nombre de choses. Parce que nous nous détournons de nos valeurs. Nous détournons de nos valeurs. Moi, j'ai quand même eu la chance d'échanger avec un certain nombre de personnes. Vous voyez, il y a des adeptes, quand vous échangez avec eux, vous avez l'impression que vous n'avez même pas besoin d'aller à l'église avant de connaître les valeurs.
Voyez-vous, donc si on peut retourner à nos traditions, si on peut retourner à nos valeurs, moi je pense que ça va considérablement améliorer les choses. Et puis je m'amuse à dire souvent que on peut prêter serment sur la Bible, hein. Mais si on commence par faire prêter nos cadres là, on leur fait prêter des serments sur le goût, sur des trucs comme ça, je vous assure. La criette va se reposer. La prière va se reposer. Oui. Les valeurs fondamentales, prêter serment maintenant sur les valeurs cardinales. C'est ce que souhaite mon cher ami Stéphane. Oui. Il faut mettre la Bible de côté. Est-ce que vous-même, vous... Stéphane a pleinement raison. Il a pleinement raison. En réalité, le problème que nous avons dans notre pays, c'est aussi le problème d'éducation. C'est une question d'éducation. Ce n'est pas parce que quelqu'un a été directeur général, a occupé le même poste que vous, et en espace d'1 an ou de 6 mois, il a fait sortir un immeuble comme des champions. Ce n'est pas parce que lui, en son temps, il roulait carrosse, on le voyait dans des véhicules de classe exceptionnelle que vous-même, quand vous allez occuper ce poste stratégique, vous allez le faire en si peu de temps. Il faut que les gens comprennent que je parle à ceux-là qui occupent des postes, je dirais, stratégiques, hein, quand leur patron, leur supérieur hiérarchique, qu'il soit ministre ou directeur général ou une autre autorité, vous demande de lui envoyer tel montant, demandez à ce que l'autorité justifie le montant. C'est très important. Parce que je le dis, parce que je suis un peu le dossier de Donald, de l'Obsu, de l'autre côté à la prison, à la Criette, mais j'ai failli couler les larmes quand j'ai pris connaissance du dossier. On me parle de 2,6 milliards de francs CFA. Un jeune que je connais, avec qui j'ai beaucoup fait, je dis, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est l'éducation, l'éducation à la base, l'éducation à l'école. C'est l'éducation qui va nous amener à lutter véritablement contre la corruption dans notre pays. Ce n'est pas parce que vous voyez l'autre faire qu'il faut faire. Non. Merci. Oui, allez très vite, très rapidement, parce que l'idée que ceux qui sont à des postes de responsabilité doivent savoir que nous sommes dans une république, la République, la chose publique, ça ne leur appartient pas. Ils sont on les a mandatés pour occuper ces postes et ils doivent savoir qu'ils ont la responsabilité de veiller à ce que ces choses-là, ça marche bien. Et puis ensuite, ces choses-là, ces faits de détournement, de corruption qu'on entend ici et là de façon épaisse, moi je pense que ça devrait amener le gouvernement, le régime, si le président Talon, qui est vraiment attaché à un certain nombre de valeurs, s'il veut laisser le pouvoir, s'il sauve les bras levés, qu'il organise avant son départ des audits au niveau de toutes les institutions pour qu'on sache qui a fait quoi, et parce que ça peut être l'arbre qui cache la forêt. Il y a plein de structures comme ça. Si on les audite, c'est sûr qu'on va entendre encore d'autres dossiers plus sulfureux. Adrien n'aura que ses yeux pour pleurer. Les jeunes veulent s'enrichir à tout prix. Oui, voilà, on veut avoir de l'argent. Adrien, si vous permettez, on va évoluer avec le débat. Hugues Zogo, on finit avec vous, justement, sur ce sujet. Je pense que la démarche noble qu'il faut déjà commencer, c'est au niveau de la corporation des journalistes. D'accord. Que les journalistes cessent d'encenser les directeurs généraux et les ministres. Parce que c'est nous, les premiers acteurs, qui faisons croire que tel directeur général est meilleur par rapport à tel. Il suffit seulement que j'aille saluer le directeur général qui me tende une enveloppe de 100 000 francs. C'est fini. Je me perds. Je perds la raison. Et donc... Avec des titres ronflants. Avec des titres ronflants. Et donc, le directeur général, à un moment donné, dans son salon, parcourant la une des journaux, qui se voit sur peut-être 3 à 4 unes, se dit, donc c'est la formule. Il trouve l'argent où? À quel moment il va prendre son salaire pour faire ce sacrifice-là? Il ne peut pas le faire. Le salaire qu'il gagne ne lui permet même pas de mettre ses enfants dans des écoles de classe exceptionnelle. Mais pourquoi il se permet juste, pour le m'as-tu vu, Adrien l'a dit, pour le m'as-tu vu,
faire comme tout le monde. Nous avons vu dans ce pays des gens qui ont été directeurs généraux, sont passés ministres d'État et qui ont détourné plusieurs milliards. Est-ce que c'est honnête? Je me demande parfois, quand ils se retrouvent face au miroir, quel est le reflet qui leur passe par la conscience? Ce n'est pas bien. C'est pas bien. Et donc, moi, j'interpelle les journalistes pour dire, faisons Notre job. notre travail, faisons aussi l'effort d'aider ces directeurs généraux, ces ministres ou ces différents responsables qui occupent des postes stratégiques au sein de la République. Si nous commençons déjà par notre corporation, je vous assure, si les journalistes, à 30%, commencent par faire un travail de qualité, produisent des articles de qualité pour dire effectivement ce que ces responsables-là font, je vous assure qu'à un moment donné, ils seront aussi découragés. Et le fait d'être découragé, c'est de permettre à la caisse publique de vivre mieux. D'accord, la responsabilité de tous. Nous sommes retrouvés face à un fléau. Nous avons contribué à ce fléau. S'il faut que le pouvoir politique arrive à mettre fin à ce fléau, c'est qu'à un moment donné, tous les acteurs qui, d'une manière ou d'une autre, ont joué une partition, puissent aussi se remettre en cause. C'est un dossier vaste qui pourrait aussi éventuellement ouvrir d'autres pistes, hein, il faut le dire, avec tout ce que vous avez dit. Ce qu'il y a bien, c'est que le gouvernement a créé toutes les conditions favorables pour lutter véritablement déjà un début contre des détournements de deniers publics, la corruption, le blanchiment de capitaux. Et tout ce qui va avec. Est-ce que le gouvernement a réellement réglé ce problème, ou est-ce que le gouvernement est en train de mener des actions fortes? Moi, je vais vous donner un exemple simple qui m'écœure de plus en plus. Oui. La capitale du Bénin, c'est Porto-Novo. Oui. Mais ceux qui vous accueillent à Porto-Novo, c'est le musée de la corruption. Qu'est-ce que nous en faisons? Il y a un processus. C'est en voie de démolition. En voie de démolition. C'est un débat. Vous savez, quand on a la volonté politique, si on a envie de faire les choses, et très bien, le temps... Le président de la République, il est pratiquement à la fin de son mandat. Enfin, il pourrait encore faire beaucoup de choses. Bon, on espère. Merci, on l'a dit ensemble. 2 ans, c'est beaucoup. 2 ans et demi, Patrice Talon. On a tous espoir. On a tous cet espoir-là. Merci. Mais je pense que la responsabilité sociale est interpellée, la responsabilité de tous. Chacun doit contribuer. Les journalistes, oui, mais je pense que tout le monde, Hugues Hector Zogo, parce que ce n'est pas seulement notre corps qui est interpellé dans ce dossier. Vous savez, c'est un dossier vaste, un chantier vaste, notamment la lutte contre la corruption. Adrien le disait à l'entame justement de ces analyses. L'État a-t-il échoué? En tout cas, la question reste toujours pendante. Que chacun fasse ses analyses à sa manière. Nous allons en matière de lutte contre la corruption. Nous allons. D'ailleurs, Patrice Talon, c'est à cause de cette politique de lutte contre la corruption qu'il a été candidat pour son second mandat que nous sommes en train de Merci. On va traverser rapidement. Merci. Merci Adrien. Adrien, merci beaucoup. On va parler de la Constitution, rapidement un tour, pour finir et pour conclure. La Constitution de 1990 qui a 33 ans depuis le 11 décembre dernier. Hugues Hector Zogo, je vais rester avec vous justement. Quel héritage 33 ans après? Qu'est-ce que vous avez vu comme avancée? Oui, nous avons eu des avancées significatives. Il faut déjà partir du contexte, l'environnement dans lequel nos pionniers, nos bâtisseurs de cette Constitution étaient en 1990. Vous voyez l'environnement politique où il fallait tout faire pour permettre à ce que nous puissions connaître le régime démocratique. Ça a été un engagement qu'il faut saluer, que ce soit tous les acteurs qui ont pris part à la rédaction de cette Constitution, ou tous ceux qui, de par leur volonté manifeste, ont propulsé de bonnes ondes pour que nous ayons connu cette Constitution-là. Il faut saluer ceux qui sont là et ceux qui nous ont déjà devancés dans l'au-delà. Mais une chose fondamentale, c'est
le débat qui revient de plus en plus. Est-ce qu'il faut toucher à cette Voilà, constitution constitution. du 11 décembre 1990? Moi, je dis sans équivoque, oui. Parce que nous évoluons dans le temps. Nous ne sommes plus En 90. en 90. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées après 90. Il faut, quand il est question de chercher à avancer, s'arrêter et dire oui, nous pouvons améliorer les choses. Et pour améliorer, si la Constitution telle qu'elle ne le permet pas, il faut chercher à la réviser. D'accord. Maintenant, c'est dans quel contexte la révision se fait. C'est là où le grand débat peut être animé. Dans quel contexte? Est-ce que c'est dans un contexte où seuls certains s'accaparent la démarche, ou c'est dans une vision inclusive où on fait appel à l'opposition, à la mouvance, à la société civile, à tous les acteurs. Donc, pour moi, réviser la Constitution autant de fois Qu'on veut. qu'on veut, Ça ne pose pas ça problème. ne pose pas problème. Non. Ça ne pose pas problème, mais il faut travailler à la stabilité politique. D'accord. Adrien Tchomakou, tous unanimes pour une révision de la Constitution, mais on n'est jamais d'accord sur un fait. Qui pour réviser la Constitution? Monsieur Bokor, je voudrais d'abord souligner que 33 ans de notre Constitution, c'est vrai, c'est maintenant que la Constitution est jeune. Et quand on devient jeune, on grandit davantage. Vous comprenez? 33 ans, c'est l'alternance au pouvoir, parce que en 33, On a déjà eu 5 présidents. on a eu des présidents de la République. C'est ça. Nous avons connu assez de députés à l'Assemblée nationale. Et pendant ces 33 ans, la République a bien tourné. Et écoutez, les institutions de la République sont tenues debout et que bon, tout se passe plus ou moins bien, même si ce n'est pas encore ça. En 33 ans, nous avons constaté qu'il y a quelques années, sous la rupture, Patrice Talon a d'une manière ou d'une autre touché la Constitution à travers une loi qui est venue modifier et compléter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on peut corriger, qu'on doit corriger dans notre Constitution. 33 ans, nous avons constaté que aujourd'hui, le peuple béninois est unanime sur le fait qu'aucun président, c'est-à-dire personne de sa vie, ne pourra faire plus de 2 mandats constitutionnellement. En 33 ans, nous avons compris finalement que le constitutionnaliste, l'un des constitutionnalistes les plus émérites de mon pays, est aujourd'hui incarcéré à la prison civile de Cotonou de Misérité. Une chose est claire. En 33 ans, il y a eu beaucoup d'évolutions. Mais est-ce qu'il faut rester sur l'étape à laquelle nous sommes ou l'enfant va toujours continuer à grandir? Si Patrice Talon a déjà eu le courage de toucher la Constitution d'une manière ou d'une autre à travers une loi qui est venue compléter, modifier la Constitution du 11 décembre 1990, c'est qu'on peut encore toucher la dite Constitution. Mais faut-il toucher la Constitution Il est l'heure, actuellement? monsieur, s'il vous C'est plaît. C'est la vraie question. C'est la vraie question. C'est la véritable préoccupation. Voilà. Est-ce qu'à l'heure actuelle, nous allons encore toucher notre Constitution? La question reste toujours ouverte. Stéphane, on finit par vous très rapidement, si vous me permettez. Une constitution si parfaite à ne pas retoucher? Non, c'est une œuvre humaine et aucune œuvre humaine n'est parfaite. On est tous, excusez, on est tous consentants aujourd'hui que nous devons toucher à cette constitution. Puisque les réalités politiques ne sont plus les mêmes, les réalités institutionnelles ne sont plus les mêmes. Il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut toucher. Mais le réel problème, vous les avez évoqués, mais pour moi, je pense que le problème, ce n'est pas le peuple, hein. Ce sont les politiciens qui ne se font pas confiance. Vous voyez, personne ne veut se laisser dribbler par l'autre. Vous voyez, Adrien disait tout à l'heure, à quand
Est-ce qu'on va le faire maintenant? C'est une peur, c'est une inquiétude, qui est juste une inquiétude politique. Hein? Et qui va le faire? Est-ce que c'est le président qui est en exercice? Mais d'une manière ou d'une autre, il faut que... On ne peut pas créer un laps de temps où il y aurait un président qui ne serait pas au pouvoir pour réviser la Constitution. Il y aura toujours un président qui serait au pouvoir et c'est en son temps que la Constitution sera révisée. Je pense qu'il revient aux politiciens de pouvoir créer les mécanismes et se mettre hors jeu en mettant en place, ils savent bien le faire, en mettant en place des constitutionnalistes, des gens qui sont avertis, qui peuvent faire la chose. Pour moi, la question du moment ou de qui importe peu. Si les politiciens arrivent à se faire confiance, ils ne se font pas confiance. Chacun veut voir. Vous voyez, il y a, bon, d'une manière ou d'une autre, il faut qu'ils trouvent le mécanisme pour que cette constitution soit révisée. Sinon, ils seraient toujours en train de trouver... Ça n'a pas été du tout facile avant que le chef de l'État actuel ne fasse cette modification, ce complément, etc. Donc, il y aura toujours des gens pour dire non, on n'est pas d'accord. Un président va dire, bon, on va essayer d'ajouter. Vraiment, il faut qu'à un moment donné, ça s'arrête et qu'on soit courageux politiquement pour dire, voilà ce que nous voulons faire et que de façon totalement transparente, même s'il faut procéder par référendum, par avoir un référendaire, il faut pouvoir le faire, mais il est temps que nous puissions changer cette constitution. Merci à chacun de vous. Je vous en prie, on m'a dit qu'il est là. La révision de la constitution, oui. Merci. Mais faut-il réviser la constitution maintenant? La question Adrien Tchomakou. Oui, merci. Oui. Par voie référendaire. En tout cas, allez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Nous sommes à la fin de votre émission hebdo des éditos de ce dimanche 17 décembre 2023. Merci à vous, Hugues Hector Zogo. Vous êtes le directeur de publication du journal L'Indépendant, Adrien Tchomakou, qui était aussi là dans le débat, directeur de journaliste justement au journal Fraternité. Et puis Stéphane Archinou Khossou, rédacteur en chef de l'autre vision. On se retrouve juste après pour le débrief.